Une employée de ménage timide a répondu à un appel en anglais devant un PDG. Le lendemain, ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Camille Morel avait 30 ans, mais dans les couloirs glacés du bâtiment de verre et d'acier situé au cœur de Paris, elle semblait n'avoir ni âge ni nom. Chaque matin, elle franchissait les grandes portes automatiques à 7 heures précises, sa tenue impeccable, ses gestes mesurés, son regard baissé. Personne ne la saluait, personne ne la regardait. Et c'était ainsi depuis 4 ans. Aux yeux de ceux qui travaillaient dans les bureaux brillants du 16e étage, Camille n'était qu'une ombre silencieuse, un bruit de fond régulier, comme le ronronnement discret de la climatisation ou le sifflement lointain du métro. Elle travaillait pour une société de nettoyage sous contrat avec le groupe Lefebvre & Associés, un empire financier dirigé par Julien Lefebvre, un homme aussi admiré que redouté dans le monde des affaires. Camille n'avait jamais échangé un mot avec lui, ni même osé le regarder dans les yeux, mais elle connaissait son bureau comme sa propre poche, la surface du bois de noyer verni, les livres de stratégie empilés au millimètre, la légère odeur de cuir et de café froid. Tous les matins, elle essuyait son bureau avant qu'il n'arrive, repassait les vitres intérieures, vidait les poubelles pleines de papier froissé, s'assurant que tout était en ordre. C'était son monde. Un monde fait de silence, de routine et d'ombre. Camille était née dans un petit village de Bourgogne, entouré de champs de blé et de maisons en pierre. Sa mère, couturière, et son père, ouvrier dans une scierie, n'avaient jamais compris sa passion pour les langues. Dès l'enfance, elle avait montré un talent inhabituel pour l'anglais. Sa grand-mère maternelle, originaire de Liverpool, lui avait enseigné dès ses 6 ans à prononcer les sons roulés, à lire Shakespeare à voix haute, à traduire les chansons qu'elle fredonnait le soir. Mais dans son village, parler anglais était vu comme un caprice inutile, presque une trahison des racines. Camille avait appris à garder ce don pour elle. Elle n'en parlait à personne. C'était son secret, sa force cachée. En arrivant à Paris à l'âge de 22 ans, elle avait rêvé d'enseigner, de traduire des romans, peut-être même de travailler dans une ambassade. Mais la vie l'avait happée dans un tourbillon de loyers impayés, de petits boulots précaires et de désillusions. Elle avait accepté ce poste de femme de ménage en pensant que ce serait temporaire. Les années avaient passé, les rêves s'étaient tus. Elle nettoyait désormais les bureaux de ceux qu'elle avait autrefois rêvé de devenir. Pourtant, malgré la fatigue et la monotonie, Camille gardait une certaine dignité dans chacun de ses gestes. Elle ne parlait pas beaucoup, mais observait tout. Elle connaissait les habitudes des cadres supérieurs, les tensions entre départements, les promotions et les renvois. Personne ne lui prêtait attention, ce qui faisait d'elle la confidente involontaire des murs. Elle écoutait, notait mentalement, et parfois souriait tristement en entendant des fragments de conversation sur des stratégies complexes qu'elle comprenait parfaitement. Elle aurait pu y contribuer, mais personne ne l'aurait cru capable. Ce matin-là, un jeudi froid de novembre, Camille monta au 16e étage un peu plus tôt que d'habitude. Il y avait eu une panne d'ascenseur et les étages inférieurs étaient agités. Lorsqu'elle pénétra dans le bureau de Julien Lefebvre, il était encore vide, baigné d'une lumière grise. Elle se mit à nettoyer comme à son habitude, dans un silence parfait, perdue dans ses pensées. Elle se demandait si elle aurait le courage de candidater au poste d'assistante de direction récemment affiché sur le panneau du personnel, bien qu'elle sache que ce genre de rôle ne lui serait jamais proposé. Elle était invisible, après tout. Soudain, le téléphone posé sur le bureau vibra légèrement avant de se mettre à sonner. Un téléphone de ligne directe, réservé à des appels internes ou à des contacts hautement prioritaires. Camille s'arrêta, hésita. Elle regarda la porte, puis le téléphone, puis la porte à nouveau. Personne n'était là. L'appel persistait. Une part d'elle voulait fuir, ignorer, prétendre ne rien avoir entendu. Mais quelque chose, une impulsion presque irréfléchie, la poussa à tendre la main. Elle décrocha. « Hello? This is Julien Lefebvre's office », she murmured. La voix à l'autre bout de la ligne était rapide, masculine, avec un accent américain prononcé. Il parlait d'un rapport en retard, d'un rendez-vous décalé, de documents confidentiels. Camille, surprise par la facilité avec laquelle l'anglais lui revenait, répondit avec calme, prenant des notes précises, posant les bonnes questions. Pendant 1 minute entière, elle géra l'appel comme si elle avait fait cela toute sa vie. Puis, dans le reflet de la baie vitrée, elle vit une silhouette, figée, Julien Lefebvre, debout, juste derrière elle, silencieux.
Il l'écoutait depuis un moment. Son visage, impassible, ne trahissait rien. Camille sentit ses joues s'enflammer, ses mains trembler. Elle termina l'appel tant bien que mal, raccrocha doucement puis se retourna les yeux baissés. « Pardon, monsieur, je ne voulais pas. » Julien ne dit rien. Il la regarda pendant quelques secondes interminables. Puis, contre toute attente, il hocha la tête. « Merci, dit-il simplement. » Et il sortit du bureau sans ajouter un mot. Camille resta figée un instant, le cœur battant à tout rompre. Elle se sentit glacée, perdue, exposée. Elle venait d'outrepasser une limite tacite, d'interrompre un ordre établi. Elle avait utilisé une compétence cachée dans un monde qui ne voulait d'elle que comme une présence invisible. Elle savait qu'elle venait de faire quelque chose d'énorme. Mais elle ignorait si c'était un pas vers le désastre ou une brèche dans le mur qu'elle s'était habituée à contourner. En quittant le bureau ce matin-là, elle sentait que quelque chose venait de changer, subtilement, imperceptiblement, mais irrémédiablement. Le lendemain matin, l'air semblait plus lourd dans les couloirs du 16e étage. Camille gravit les marches avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si son cœur, d'ordinaire discret et discipliné, battait désormais plus fort, plus visible. Elle avait à peine dormi. L'épisode de la veille tournait encore en boucle dans son esprit. L'appel, sa voix en anglais qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années, la silhouette de Julien Lefebvre surgissant comme un spectre silencieux dans son dos, son regard impassible, puis ce simple mot presque absurde par sa neutralité, « merci ». Elle avait espéré qu'il oublierait. Elle avait prié pour que rien ne change. Mais au fond d'elle, une alarme douce mais persistante avait commencé à résonner. Et cette alarme, elle ne savait pas encore si elle était celle du danger ou celle d'un réveil. Ce jour-là, Camille arriva plus tôt encore que d'habitude. Elle voulait finir son étage avant que les bureaux ne se remplissent de leurs habituels habitants pressés, indifférents, bavards sans la regarder. Lorsqu'elle entra dans le bureau de Julien, tout semblait normal. Les stores étaient encore fermés, l'air frais, le bureau immobile, le téléphone, silencieux. Elle commença à nettoyer, prenant soin de chaque détail avec une précision presque obsessionnelle, espérant ainsi effacer la trace de sa propre audace. Si elle pouvait redevenir invisible, peut-être que tout rentrerait dans l'ordre. Mais à 8h40, alors qu'elle remettait en place un stylo au millimètre près, le téléphone se remit à sonner. Ce même téléphone. Camille se figea. Son regard dériva vers la porte, puis vers l'appareil. Elle hésita. 1 seconde, 2. Puis, comme une injonction intérieure, elle décrocha. Sa main tremblait légèrement. « Hello, Julien Lefebvre's office. Camille speaking », dit-elle d'une voix posée. Cette fois encore, une voix masculine, américaine, répondit. Le ton était plus pressant, presque agacé. Il parlait de retard, d'un document crucial qui n'était pas arrivé, de réunions décalées à cause d'un malentendu de fuseau horaire. Camille, surprise par la rapidité avec laquelle elle comprenait tout, prit à nouveau des notes, s'excusa poliment, proposa des solutions de replanification, demanda des précisions. Elle restait calme, posée, presque professionnelle. Sa voix, douce mais ferme, semblait étonnamment à sa place dans cet environnement luxueux et exigeant. Elle ne remarqua pas le temps passé, jusqu'à ce que, une fois encore, elle sente une présence derrière elle. Elle se retourna lentement, déjà sachant ce qu'elle allait voir. Julien Lefebvre, vêtu d'un costume bleu foncé, la regardait en silence. Il était entré sans bruit, exactement comme la veille. Il s'approcha lentement de son bureau pendant qu'elle terminait l'appel, puis s'assit sans un mot. Camille termina poliment la conversation, raccrocha avec professionnalisme, puis se tourna vers lui. « Je suis désolée, » dit-elle immédiatement, les joues en feu. Je n'aurais peut-être pas dû répondre. Il n'y avait personne et... Julien leva légèrement la main comme pour arrêter ses justifications. « Vous avez très bien fait, » dit-il calmement. Il prit un instant pour l'observer. Elle baissa le regard, mal à l'aise sous cette attention inédite. « Vous parlez anglais couramment, » ajouta-t-il, et avec un accent presque britannique. « Ce n'est pas courant ici. » Camille hocha la tête, incertaine de ce qu'il attendait d'elle. Elle n'osait ni s'expliquer, ni fuir. « C'est un talent précieux, » reprit-il, « et manifestement sous-estimé. » Il n'en dit pas plus. Il se leva, ajusta les manches de sa chemise, la remercia d'un signe de tête et sortit du bureau. Camille resta seule, une fois encore, mais cette fois avec l'impression que quelque chose avait été vu, reconnu.
Elle n'était plus une ombre. Elle était devenue, malgré elle, un sujet d'attention. La journée passa lentement. Chaque pas qu'elle faisait dans le couloir lui semblait surveillé, comme si tout le bâtiment savait désormais qu'elle avait franchi une limite invisible. Elle entendit, au détour d'un couloir, 2 assistantes discuter à voix basse. « Tu sais qu'il y a eu un problème avec un appel important hier ?» Apparemment, quelqu'un d'autre que lui a répondu « Sûrement sa nouvelle assistante » ou une intérimaire. Camille sentit une sueur froide lui glisser le long du dos. Elle n'était personne. Elle ne voulait pas être cette quelqu'un d'autre. Elle voulait juste faire son travail, rentrer chez elle, retrouver son petit studio silencieux où personne ne la regardait, où elle n'était ni une erreur ni une surprise. Mais ce n'était pas fini. À 17 heures précises, alors qu'elle s'apprêtait à pointer sa sortie comme chaque jour, elle reçut un appel depuis la réception. La voix neutre mais polie du standardiste la fit sursauter. « Madame Morel ? Le bureau du président vous demande demain matin à 9 heures précises. » Camille sentit son cœur se contracter. Sa gorge se noua. Elle tenta de répondre, mais sa voix ne sortit pas. Elle raccrocha lentement. Tout autour d'elle, les gens continuaient à parler, rire, taper sur leur clavier. Mais elle n'entendait plus rien. Son esprit s'emballa. Pourquoi la convoquait-on? Allait-on la sanctionner pour avoir décroché ce téléphone? Allait-on l'accuser d'avoir usurpé un rôle qui ne lui appartenait pas? Était-ce un avertissement? Un renvoi? Les scénarios les plus catastrophiques se bousculaient dans sa tête. Le soir, de retour dans son appartement minuscule au 6e étage, sans ascenseur, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle fit chauffer de l'eau pour un thé, mais ne le but pas. Elle s'assit sur son lit, relut ses vieux cahiers d'anglais, comme si elle cherchait une preuve qu'elle avait bien le droit de posséder cette langue. Elle passa des heures à imaginer ce qu'elle pourrait dire en se justifiant. Elle répéta des phrases entières à voix basse, corrigeant sa prononciation, choisissant ses mots avec soin. Elle voulait croire qu'il n'y avait pas de danger, que c'était peut-être une simple formalité. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'inhabituel se préparait. On ne convoquait pas une femme de ménage dans le bureau du président sans raison. Elle n'avait jamais été convoquée nulle part. Elle ne faisait pas partie de ce monde. Et pourtant, demain à 9 heures du matin, elle y entrerait. Non pas pour nettoyer, non pas pour passer inaperçue, mais en tant que Camille Morel. Et elle ignorait si elle allait y survivre. Camille se réveilla bien avant que le réveil ne sonne. Elle avait dormi par fragments, des rêves confus entrecoupés de sursauts nerveux. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle se voyait dans le bureau de Julien Lefebvre, figée, incapable de parler, accusée à tort d'avoir agi sans autorisation, renvoyée devant une salle entière de cadres en costume. Ses visions s'effaçaient au matin, mais la peur restait tapie dans le creux de sa poitrine. Elle avait préparé sa tenue la veille au soir, comme elle le faisait tous les jours, mais cette fois avec un soin maladif, repassant 2 fois la chemise, vérifiant 3 fois la fermeture de ses chaussures. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle savait qu'il lui fallait paraître irréprochable, forte, ou du moins ne pas trembler trop visiblement. Le trajet jusqu'au bâtiment fut une marche intérieure, un long tunnel de pensées emmêlées. Elle observait les passants sans vraiment les voir, son esprit concentré sur la formulation de phrases possibles. « Je m'excuse si j'ai causé un désagrément. Je ne pensais pas mal faire. Je comprends que ce n'est pas mon rôle. » Toutes ces déclarations s'entrechoquaient dans son esprit, mais aucune ne semblait suffisante pour calmer l'angoisse grandissante. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi Julien Lefebvre ne lui avait pas parlé immédiatement. Il aurait pu la rappeler sur le champ, la réprimander, clarifier la situation. Mais non, il l'avait simplement observée, remerciée, puis s'était éclipsé. Et maintenant, il l'attendait, officiellement, à 9 heures. Lorsqu'elle franchit les portes du siège de Lefebvre & Associés, la réceptionniste lui adressa un regard surpris, comme si sa présence à cet horaire était déjà une anomalie. Camille hocha la tête brièvement, sans sourire, et prit l'ascenseur. Chaque étage qui défilait augmentait la pression dans ses tempes. Le 16e semblait plus silencieux que d'habitude. Elle traversa le couloir central, longeant les bureaux vitrés, où des silhouettes s'agitaient devant des écrans, puis s'arrêta devant la double porte du bureau du président. Elle respira profondément, frappa doucement et entra lorsque la voix de Julien se fit entendre. Il se tenait debout, près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Il était seul, vêtu d'un costume gris clair, les yeux tournés vers la ville en contrebas.
Il se retourna lentement en l'apercevant et lui fit signe d'avancer. « Camille, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle obéit, s'asseyant sur le bord du fauteuil face à son bureau, les mains croisées sur les genoux pour cacher leur agitation. Julien s'installa à son tour, prenant quelques secondes pour l'observer, comme s'il cherchait les bons mots. « Je vais aller droit au but, » dit-il enfin. « Ce que vous avez fait ces 2 derniers jours n'a pas été ignoré. Et je dois dire que c'était inattendu, dans le bon sens. » Camille resta silencieuse, incapable de deviner où il voulait en venir. « Vous avez répondu à des appels très importants, sans préparation, sans être briefé, et pourtant vous avez réagi avec une assurance que beaucoup ici n'auraient pas eue. Votre anglais est excellent. Vous avez une façon de communiquer qui inspire la confiance. » Elle voulut protester, minimiser, dire qu'elle avait simplement fait ce qu'elle pensait être nécessaire. Mais il poursuivit, l'arrêtant d'un simple geste. « Je ne vous convoque pas pour vous réprimander. Bien au contraire. Je vous appelle parce que j'ai une proposition à vous faire. » Camille sentit une vague d'incrédulité l'envahir. Une proposition? Pour elle? Elle qui passait d'habitude entre les regards, qui faisait en sorte de ne jamais déranger, de ne jamais exister autrement qu'en silence. « La semaine prochaine, nous avons une réunion décisive avec un groupe d'investisseurs étrangers. Ils viennent des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Australie. Leurs exigences sont complexes. L'un des interprètes prévus s'est désisté. Et en vous entendant, j'ai pensé que, peut-être, vous pourriez assurer ce rôle. » Le choc fut si brutal qu'elle crut ne pas avoir bien entendu. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, puis l'ouvrit de nouveau. « Monsieur, je ne suis pas qualifiée pour ça. Je suis femme de ménage. Et vous parlez un anglais meilleur que celui de certains de mes cadres. Vous avez su gérer un appel sans préparation, avec professionnalisme. Ce que je vous demande, c'est de faire la même chose dans une salle, avec moi, pendant 1 heure. Rien de plus. Une seule fois. Et je vous garantis une compensation financière équitable. » Camille sentit ses joues s'empourprer. Le monde semblait s'être renversé. Elle regarda autour d'elle comme si une caméra cachée allait surgir. Tout cela lui paraissait trop irréel, trop risqué, trop grand pour elle. « Je ne suis pas sûr de pouvoir. Je veux dire, je n'ai jamais parlé devant autant de monde, et encore moins dans une salle de réunion. » Julien ne montra aucune impatience. Il hocha simplement la tête. « Je comprends vos hésitations, mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous ressentez là, c'est ce que ressentent la plupart des gens quand on les pousse en dehors de ce qu'ils connaissent. La peur n'est pas un signe d'incapacité. Elle est le signal qu'on entre dans quelque chose de nouveau. » Elle resta silencieuse, pesant ses mots, son souffle court. Puis, à sa propre surprise, elle répondit « D'accord, mais je le fais une seule fois, juste une. Et si ça ne fonctionne pas? Vous oubliez tout. » Un sourire discret apparut sur le visage de Julien. « Une seule fois, alors, marché conclu. » Il se leva, tendit la main vers elle. Elle la serra, timidement, sentant une chaleur inattendue se propager dans ses doigts. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée ainsi, ni comme un risque calculé, ni comme une opportunité. Elle sortit du bureau comme dans un rêve, les jambes tremblantes, mais le dos un peu plus droit. Dans l'ascenseur, elle croisa 2 cadres qui la regardèrent sans comprendre. Ils l'avaient vue entrer dans le bureau du président. Et maintenant, elle en sortait, droite, silencieuse, mais avec un éclat dans les yeux qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle n'était plus exactement la même. Quelque chose avait été déplacé en elle. Une porte, peut-être. Un verrou. Elle avait peur, bien sûr, terriblement. Mais cette peur-là était différente. Elle ressemblait à celle qu'on ressent juste avant de sauter dans le vide, en espérant que, cette fois, les ailes se déploieront. La journée qui suivit la rencontre avec Julien Lefebvre se déroula comme un rêve fiévreux, dont Camille ne parvenait pas à s'extraire. Elle continuait de remplir ses fonctions habituelles, se mouvant entre les bureaux, les salles de réunion et les couloirs sans jamais ralentir, mais tout paraissait soudain irréel, comme si son corps agissait mécaniquement, tandis que son esprit était suspendu dans un entre-deux étrange. Chaque mot échangé la veille, chaque regard de Julien, chaque silence lourd de sens, revenait la hanter avec une précision presque douloureuse. Il l'avait choisie, pas comme un simple rouage du système, mais comme une alliée potentielle dans une réunion stratégique. Elle, Camille Morel, femme de ménage invisible depuis 4 ans, allait s'asseoir à la table des décideurs pour prêter sa voix à ceux qui dirigèrent le monde. Elle avait passé la nuit à douter de sa décision,
Elle avait accepté, oui, mais à contre-cœur, avec cette condition irrévocable, une seule fois. Elle s'était répétée cette limite comme une incantation, comme une barrière contre le vertige que cette situation provoquait en elle. Elle n'était pas faite pour cela. Elle n'était pas formée, pas diplômée, pas préparée. Et pourtant, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une excitation nouvelle, un frisson de vie qu'elle n'avait plus connu depuis l'adolescence. Était-ce de la peur? Oui, mais aussi autre chose, une curiosité, un souffle. Quelque chose qui avait été longtemps étouffé et qui, lentement, osait respirer à nouveau. Le jour suivant, Julien l'avait convoquée dans une salle de réunion plus discrète. Il l'attendait avec un ordinateur portable ouvert, des dossiers empilés et un regard plus détendu que la veille. Lorsqu'elle entra, il se leva, lui adressant un salut respectueux, comme si elle n'était pas une subalterne, mais une collaboratrice attendue. Ce simple geste désarma Camille. Elle s'assit face à lui, tentant de masquer l'agitation de ses mains en les serrant sur ses genoux. « J'ai pensé que nous pourrions faire un essai, dit-il. Un exercice simple pour voir comment vous vous sentez. » Elle acquiesça. Il lui lut quelques paragraphes d'un rapport en anglais et lui demanda de les reformuler oralement en français, comme si elle les traduisait pour un public. Sa voix trembla au début, hésita, puis trouva un rythme. Julien écoutait sans interrompre, notant parfois sur un carnet hochant la tête de temps à autre. Quand elle eut fini, il sourit légèrement. « Vous avez une capacité d'adaptation remarquable, et vous comprenez les nuances. C'est ce qui compte dans ces échanges. » Camille resta prudente. Elle se méfiait des compliments, surtout venant de ceux qui n'avaient jamais daigné lui adresser un regard auparavant. Pourtant, dans la voix de Julien, il n'y avait ni condescendance, ni pitié. Seulement une conviction tranquille, comme s'il savait qu'elle pouvait réussir, même si elle n'en était pas sûre elle-même. Il lui expliqua ensuite les enjeux de la réunion à venir. Il s'agissait d'un partenariat avec un fonds d'investissement basé à San Francisco. Les échanges seraient techniques, mais il n'attendait pas d'elle qu'elle traduise des termes juridiques complexes, seulement qu'elle facilite la compréhension mutuelle. Une communication fluide, humaine, respectueuse des rythmes de chacun. Il insista sur le fait qu'elle ne serait pas seule. Il la soutiendrait, la guiderait si besoin. Il ne voulait pas qu'elle joue un rôle, mais qu'elle soit elle-même, avec ce calme et cette clarté qui l'avaient frappé dès la première conversation téléphonique. Camille se surprit à poser des questions, à demander des précisions sur les interlocuteurs, sur les attentes, sur la durée de la réunion. Elle prenait des notes. Elle s'impliquait, et Julien ne cessa de l'encourager. À la fin de la séance, il lui tendit un dossier contenant les documents essentiels, traduits et annotés pour faciliter sa préparation. « Prenez le week-end pour lire cela à votre rythme, dit-il. Et souvenez-vous, je vous ai choisi parce que je crois en ce que vous êtes, pas pour ce que vous représentez dans l'organigramme. » Cette phrase resta gravée en elle bien après qu'elle eut quitté la salle. Elle marcha longtemps dans les rues de Paris ce soir-là, incapable de rentrer chez elle immédiatement. Elle avait besoin d'air, de mouvement, pour faire taire le tumulte dans sa tête. Elle se souvenait de son père, de son regard déçu quand elle avait parlé d'université, de son refus catégorique lorsqu'elle avait évoqué l'idée d'aller vivre à Londres avec sa grand-mère. « Tu n'es pas comme eux », avait-il dit. « Ce n'est pas notre monde. » Elle avait obéi. Elle avait reculé. Et maintenant, des années plus tard, un homme comme Julien Lefebvre lui ouvrait la porte de ce même monde interdit. Le week-end fut une alternance de doute et de concentration intense. Elle relut les documents, souligna des phrases, répéta à voix haute des expressions complexes. Elle regarda des vidéos de conférences en anglais, s'entraîna à traduire en direct. Elle se chronométra, testa son endurance. Elle redécouvrit une partie d'elle-même qu'elle avait presque oubliée, celle qui aimait apprendre, comprendre, progresser. Ce n'était pas seulement une mission, c'était une reconnexion profonde à un désir ancien. Et même si elle maintenait sa promesse intérieure de ne faire cela qu'une fois, elle savait qu'elle ne sortirait pas inchangée de cette expérience. Le lundi matin, elle arriva tôt, habillée sobrement mais avec un soin particulier. Elle portait une chemise blanche impeccable, un pantalon noir bien ajusté, et avait attaché ses cheveux en un chignon discret. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, Julien la présenta aux participants comme « Madame Morel », notre interprète pour la session d'aujourd'hui. Aucun des étrangers ne posa de questions. Pour eux, elle était là parce qu'elle en avait la compétence, ni plus ni moins.
Cette normalité inattendue la rassura. Elle prit place à côté de Julien, ouvrit son carnet et attendit le début des discussions. Lorsque la première question fut posée, en anglais rapide et chargé de sous-entendus financiers, Camille prit une inspiration profonde, puis traduisit la phrase avec une justesse étonnante. Elle ne se contentait pas de répéter les mots. Elle transmettait les intentions, les émotions, les hésitations même. Julien la regarda brièvement, satisfait. Et les autres suivirent, sans broncher. La réunion dura 1h30. Camille traduisit sans relâche, adaptant son ton, sa vitesse, son vocabulaire. À aucun moment elle ne perdit le fil. Elle répondit à des imprévus avec calme, géra un malentendu sur un terme technique avec élégance et sut désamorcer une tension naissante par une reformulation habile. Lorsqu'elle referma son carnet à la fin, les participants lui adressèrent des remerciements directs. L'un d'eux, un investisseur texan, lui serra la main et dit « You have a gift, don't waste it ». Camille sourit poliment, mais au fond d'elle, quelque chose venait de basculer. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas déplacée, pas usurpatrice. Elle était à sa place. Même si elle avait juré de ne faire cela qu'une fois, elle comprit à cet instant que le plus difficile ne serait pas de recommencer, mais de revenir en arrière. Le lendemain de la réunion, Camille traversa le hall du siège de Lefebvre & Associés avec la sensation étrange d'être à la fois plus légère et plus exposée que jamais. Les visages qu'elle croisait d'ordinaire sans recevoir un regard en retour semblaient désormais s'attarder sur elle, même brièvement. Des sourires rapides, des sourcils haussés, des murmures à demi-voix. Elle comprit que sa présence dans la salle de réunion n'était plus un secret. Elle n'était plus l'invisible que tout le monde contournait mécaniquement. Elle était devenue un sujet de conversation. En revenant à ses tâches habituelles, elle sentit ce contraste avec une clarté brutale. D'un côté, le balai dans ses mains, les chiffons humides, les gants en caoutchouc. De l'autre, la table de conférence, les regards concentrés des investisseurs, la précision des échanges en anglais, les regards confiants de Julien. Deux mondes, séparés par un fossé qu'elle avait franchi, ne serait-ce qu'un instant. Elle avait dit que ce serait la seule fois, mais les mots prononcés dans cette salle, les gestes fluides, l'assurance qu'elle avait ressentie, tout cela revenait sans cesse, l'empêchant de redevenir complètement celle qu'elle était avant. Quelques heures après la réunion, alors qu'elle nettoyait l'étage inférieur, 2 employés passèrent près d'elle sans la voir, ou du moins, le pensait-il. Ils discutaient. « Tu as entendu parler de la nouvelle interprète de Julien ? Une brune toute discrète, mais très douée apparemment. Oui, on m'a dit qu'elle venait de l'extérieur. Une consultante freelance ? Je croyais qu'il bossait toujours avec la même équipe. » Camille s'arrêta quelques secondes, le chiffon suspendu dans l'air. Elle ressentit un mélange de gêne et de fierté difficile à démêler. Personne ne semblait savoir qui elle était vraiment. Cela aurait dû la rassurer, mais au fond, cela l'agaçait. Pas par vanité, mais parce qu'elle sentait déjà le début d'un effacement. Comme si ce qu'elle avait accompli n'avait pas de place dans l'histoire officielle. Et si personne ne savait qu'elle venait du service de nettoyage, alors personne ne remettrait vraiment en question les murs qui séparaient ceux qui décidaient de ceux qui servaient. Ce fossé, elle venait de le franchir seule, et personne ne semblait prêt à le reconnaître. Le soir, Julien l'appela dans son bureau. Elle entra silencieuse, toujours un peu hésitante, malgré l'échange cordial qu'ils avaient eu la veille. Il lui demanda de s'asseoir, puis posa devant elle une enveloppe contenant sa rémunération pour l'interprétation. Le montant la fit presque vaciller. Jamais elle n'avait vu une somme pareille sur un seul chèque. Elle voulut refuser. « Je n'ai fait qu'aider », murmura-t-elle. « Ce n'était pas prévu. Je ne voulais pas. Ce n'est pas un cadeau », coupa Julien. « C'est un paiement pour un travail accompli, et accompli avec excellence. » Il la fixa puis ajouta « Je vous ai observé pendant cette réunion. Vous aviez l'air d'être dans votre élément. Pas comme quelqu'un qui joue un rôle, plutôt comme quelqu'un qui s'est retrouvé. » Camille baissa les yeux. Elle ne savait que répondre. Julien poursuivit « Avez-vous déjà envisagé de faire autre chose ? Je parle professionnellement. » Elle hésita. Les mots se bousculaient dans sa gorge. Elle voulait dire qu'elle y avait pensé 1000 fois, qu'elle s'était imaginée dans d'autres fonctions, qu'elle avait rêvé de bureaux, de livres, de projets. Mais chaque fois, le poids de ses origines, de ses choix, de ses peurs, l'avait ramenée à sa position actuelle.
J'y ai pensé, finit-elle par dire, mais je n'ai pas les diplômes, pas les relations, pas les bonnes cases. Julien se pencha légèrement vers elle. Et pourtant, vous avez fait en 1 heure ce que d'autres n'auraient pas su faire avec 2 diplômes en poche. Il fit une pause, puis ajouta avec une intensité nouvelle dans la voix, « Et si on arrêtait de croire que les talents ne se trouvent que là où on les attend? Et si on ouvrait les yeux sur ceux qui, comme vous, ont été trop longtemps mis de côté ?» Elle ne sut pas quoi répondre. Mais en sortant de la pièce, elle sentit que quelque chose était en train de s'amorcer, une mèche qu'on venait d'allumer dans un couloir obscur. Les jours suivants furent chargés. Camille retourna à ses tâches, mais désormais elle était vue. Certains collègues du personnel de nettoyage lui posèrent des questions à voix basse, avec admiration ou méfiance. D'autres employés de bureau la saluaient d'un geste vague, comme pour la tester. Était-elle toujours l'une des leurs, ou était-elle passée de l'autre côté? Un matin, alors qu'elle nettoyait les vitres d'une salle de réunion, elle entendit un cadre dire à un collègue « Il paraît que Julien prépare un nouveau programme de détection de talents internes. Un truc un peu utopiste, genre donner leur chance à tous. Tu imagines, toi, une femme de ménage qui finit manager ?» L'autre éclata de rire. « Tant qu'il ne me demande pas de traduire les appels en anglais, tout va bien. » Camille ne broncha pas. Mais en elle, un feu discret commença à couver. Elle ne voulait pas devenir une mascotte. Elle ne voulait pas être une exception exotique qu'on exhibe pour donner bonne conscience à une élite. Si elle devait avancer, ce serait pour construire, pas pour servir d'alibi à un système figé. Et pourtant, elle sentait que Julien n'était pas comme les autres. Il semblait sincèrement intéressé par ce qu'elle pouvait devenir. Il la traitait avec respect, mais aussi avec une exigence inhabituelle. Comme s'il refusait de la laisser retourner à l'ombre. Un après-midi, alors qu'elle terminait le rangement d'une salle, il entra à l'improviste. Il avait l'air fatigué, mais décidé. « Camille, dit-il, j'ai besoin de vous parler. » Elle se redressa, attentive. « J'ai réfléchi. Et je vais lancer ce programme. Un système pour identifier des talents cachés dans toutes les strates de l'entreprise, du personnel d'entretien aux livreurs, en passant par l'accueil. Je veux leur offrir des formations, des opportunités concrètes, une vraie chance. » Il s'interrompit, la regarda droit dans les yeux. « Et je veux que vous soyez la première. » Camille sentit son cœur se contracter. Elle n'était pas prête. Elle ne voulait pas devenir une vitrine, elle voulait rester fidèle à elle-même. Mais quelque chose dans sa voix, dans son regard, la fit hésiter. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais elle sut à ce moment précis que la décision qu'elle prendrait changerait à jamais le cours de sa vie. Lorsque Julien annonça publiquement le lancement d'un programme de détection des talents internes au sein de Lefebvre & Associés, le choc parcourut l'ensemble du bâtiment comme une onde sismique. Le message fut transmis par une note interne officielle, sobre mais claire. Tout employé, quel que soit son poste ou son ancienneté, aurait désormais la possibilité de candidater à des formations, des évaluations, voire à des fonctions plus stratégiques dans l'entreprise. Ce qui choqua le plus, ce ne fut pas la proposition elle-même, mais le nom qui l'accompagnait, Camille Morel. Non seulement elle serait la première à en bénéficier, mais elle servirait également de référence pour le déploiement de cette initiative. Ce nom, jusqu'alors ignoré ou à peine prononcé dans les cercles de direction, devint soudainement le centre d'une attention nouvelle, intense et souvent malveillante. Dans les étages supérieurs, les commentaires commencèrent à fuser dès les premières heures. Certains parlèrent de favoritisme, d'un coup médiatique mal dissimulé, d'un caprice de président désireux de redorer son image. D'autres insinuaient que Camille avait dû obtenir cette position par des moyens discutables, que quelque chose de non-dit liait la jeune femme discrète au patron charismatique. Camille sentit très vite la température changer autour d'elle. Là où elle n'était autrefois qu'une silhouette floue, elle devint un sujet de conversation permanent. Les regards se posèrent sur elle, lourds, insistants, parfois moqueurs. Elle surprit des messes basses en passant, des rires étouffés, des chuchotements au détour des couloirs. L'admiration discrète que certains lui avaient manifestée après la réunion avait laissé place à une méfiance rampante, comme si le fait même d'exister hors de son rôle traditionnel représentait une trahison envers l'ordre établi. Julien, de son côté, ne montra aucun signe de recul. Il organisa une réunion avec les directeurs de département pour leur exposer sa vision. Il parla de mobilité interne, de valorisation des compétences dormantes, de justice organisationnelle. Il cita des exemples d'entreprises innovantes dans le monde entier,
ayant transformé leur fonctionnement en s'ouvrant à des talents inattendus. Mais ces mots se heurtèrent à un mur de scepticisme, parfois même d'hostilité à peine voilée. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Lefebvre, dit une directrice des ressources humaines, ce genre d'initiative peut sembler généreux sur le papier, mais il introduit une instabilité dangereuse. Nos cadres sont formés, expérimentés, passés par des filières précises. En changeant ces règles, vous risquez de créer un précédent que nous ne pourrons pas contrôler. » D'autres acquiescèrent silencieusement. Julien resta calme, mais sa voix se fit plus tranchante. « Ce que je veux, c'est que notre entreprise reflète la réalité des talents qu'elle abrite. Je ne parle pas de casser un système, mais de lui permettre de respirer, d'évoluer. Et si cela gêne certains conforts, alors peut-être faut-il se demander si ces conforts sont encore légitimes. » La discussion fut close sans consensus. Mais Julien annonça que le programme commencerait malgré tout, et que Camille serait formée dans un cadre intensif pour l'aider à gravir les premiers échelons de cette nouvelle voie. Lorsque Camille fut convoquée pour recevoir le détail de son parcours, elle entra dans le bureau de Julien avec une boule dans la gorge. Elle savait qu'en acceptant, elle s'exposait davantage encore. Mais elle savait aussi, au fond d'elle, que refuser reviendrait à enterrer pour toujours la part d'elle-même, qui avait goûté, ne serait-ce qu'un instant, à autre chose que le silence et l'ombre. Julien lui expliqua que les premières semaines comprendraient des ateliers de communication, des modules de gestion de projet, des simulations de situations professionnelles en français et en anglais. Il avait personnellement sélectionné un coach externe, ancien cadre reconverti en mentor pour l'accompagner. Camille écouta, prenait des notes, hochait la tête, mais une question la taraudait. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. « Il y a sûrement d'autres personnes, plus jeunes, plus diplômées, plus prêtes. » Julien la regarda longuement avant de répondre. « Parce que vous avez traversé un mur que la plupart des gens ici ignorent même. Parce que vous avez fait preuve d'une intelligence silencieuse, d'un courage discret, et parce que le talent sans opportunité n'est rien. Vous représentez ce que ce programme cherche à révéler. Pas une élite cachée, une vérité négligée. » Elle ne sut que dire. Il ne s'agissait plus seulement d'un encouragement. C'était une déclaration de confiance, une forme de responsabilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Les jours qui suivirent furent éprouvants. Le programme débuta, et Camille s'y engagea avec une discipline impressionnante. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec les bras fatigués, mais l'esprit en éveil. Elle découvrait des concepts de gestion, des techniques de négociation, des dynamiques d'équipe. Elle écoutait, notait, questionnait, expérimentait. Parfois, elle doutait encore. Parfois, elle se sentait illégitime. Mais jamais elle ne recula. Certains formateurs, surpris par son assiduité et sa vivacité d'esprit, commencèrent à en parler à d'autres collaborateurs. Peu à peu, une autre image de Camille se construisait dans les couloirs, plus complexe, plus difficile à classer. Elle n'était plus seulement celle du service de nettoyage, ni l'interprète improvisé. Elle devenait celle qui apprend vite, celle qui comprend tout, celle qui pose les bonnes questions. Mais les résistances persistaient. Des collègues de longue date commencèrent à prendre leur distance. Certains évitèrent de lui parler, d'autres lui lançaient des piques déguisées. Alors, bientôt dans un bureau avec vue, lançait l'un, en croisant les bras avec un sourire ironique. « On va devoir faire attention à ce qu'on dit maintenant, elle parle anglais mieux que nous tous », glissait un autre. Camille encaissait sans répondre. Elle savait que chaque pas qu'elle faisait dérangeait un équilibre vieux de plusieurs années. Elle représentait une faille dans la logique hiérarchique, une anomalie dans un système habitué à ses propres privilèges. Julien, toujours présent en arrière-plan, suivait ses progrès sans intervenir directement. Il respectait son rythme, lui envoyait parfois des articles à lire, lui posait des questions lors de leurs rares échanges. Il n'était pas devenu un mentor autoritaire, plutôt un observateur bienveillant, prêt à intervenir si elle vacillait. Et dans cette tension constante entre l'hostilité de certains et les encouragements discrets d'autres, Camille comprit peu à peu qu'elle ne pourrait plus jamais redevenir celle qu'elle était. Même si elle quittait le programme, même si elle échouait, quelque chose s'était réveillé en elle, une force tranquille, une soif de sens. Et dans cette mutation silencieuse, une certitude commençait à germer. Ce n'était que le début. Le premier lundi du programme de formation interne fut une épreuve à plusieurs niveaux pour Camille. Elle entra dans la salle désignée avec une avance inhabituelle, ses notes soigneusement rangées dans un dossier, les épaules tendues par une tension qu'elle peinait à dissimuler.
Autour de la table, quelques visages inconnus, d'autres vaguement familiers. Parmi eux, des employés de l'accueil, un agent de sécurité, une réceptionniste, un livreur de documents internes. Tous semblaient partagés entre la curiosité et la méfiance. Camille, elle, gardait un silence prudent. Elle ne voulait pas s'imposer, ni paraître en décalage. Elle voulait apprendre, se fondre dans cette nouvelle dynamique. Pourtant, elle sentait bien qu'elle était observée avec une attention particulière, comme si sa participation à ce programme ne pouvait jamais être neutre. Le formateur arriva à 9 heures précises. Il s'appelait Monsieur Darbo, un homme d'une 50aine d'années, ancien directeur d'agence bancaire reconverti dans la formation et le coaching. Il avait un ton calme, posé, et une manière de parler qui inspirait l'écoute. Il débuta la séance sans préambule, écrivant au tableau une seule phrase. « Le talent ne s'excuse pas ». Le silence fut immédiat. Certains sourcils se froncèrent, d'autres regardèrent ailleurs. Camille, quant à elle, sentit un écho profond résonner en elle. Elle connaissait cette idée, mais dans sa version inversée. Elle avait toujours appris à se faire petite, à ne pas briller, à ne pas déranger, à ne pas sembler meilleure dans un contexte où personne ne lui avait jamais laissé croire qu'elle pouvait l'être. Cette phrase simple et abrupte heurtait de plein fouet ce conditionnement ancien. Les premières heures furent consacrées à la prise de parole. Le formateur invita chacun à raconter son parcours, ses motivations, ses craintes. Camille attendit son tour avec appréhension. Lorsqu'elle parla enfin, elle le fit d'une voix douce mais assurée. Elle expliqua son parcours, ses années de silence, son amour de la langue anglaise, son hésitation face à l'opportunité qui lui avait été proposée. Elle ne mentionna pas Julien, ni la réunion avec les investisseurs, mais elle évoqua le vertige de se retrouver soudainement face à elle-même, sans plus de refuge dans l'ombre. Son témoignage fut écouté avec attention. Certains hochèrent la tête, d'autres détournèrent les yeux. Mais une chose était claire, elle avait touché quelque chose de vrai, et cela transforma imperceptiblement l'atmosphère dans la salle. Les jours suivants, le rythme s'intensifia. Camille étudiait le soir, pratiquait des exercices oraux devant son miroir, notait scrupuleusement chaque conseil. Elle n'était pas la plus extravertie du groupe, mais elle était clairement l'une des plus appliquées. Elle progressait vite. Trop vite, dirent certains. Un après-midi, elle surprit 2 participants discuter pendant la pause. « Elle va finir par nous passer devant », murmura l'un d'eux. « Elle connaît déjà tout. »« C'est facile, elle a eu des avantages. Elle connaît le patron, non ?» Camille fit semblant de ne pas entendre. Mais les mots restèrent, acides. Elle comprit que ses efforts ne suffiraient pas à désarmer les soupçons. Elle devrait aller au-delà de la simple performance. Prouver sans relâche qu'elle méritait d'être là. Julien, bien qu'absent physiquement des formations, recevait des rapports réguliers sur l'évolution du programme. Il envoya à Camille un message bref mais percutant. « Vous avancez à pas sûr. N'oubliez pas, ce n'est pas aux autres de définir votre place. » Elle lut et relut cette phrase, y trouvant une force inattendue dans les moments de doute. Mais tout bascula à la fin de la 3e semaine. Camille avait été désignée pour faire une présentation en duo avec un autre participant, Thomas, un agent de maintenance. Il devait analyser un cas d'entreprise en difficulté et proposer des solutions en 10 minutes. Le jour venu, Camille arriva avec ses slides prêts, des notes claires, une stratégie bien structurée. Mais lorsqu'elle inséra sa clé USB dans l'ordinateur de la salle, tous les fichiers étaient vides. Aucun texte, aucun graphique. Juste des documents intitulés « Test » ou « Copie ». Elle resta figée. Thomas, lui, semblait surpris mais peu concerné. Il ne proposa aucune aide. Le formateur, après quelques secondes d'attente, les invita à présenter sans support visuel. Camille, paralysée par la panique, sentit le rouge lui monter aux joues. Elle tenta de se souvenir de son plan, de relier les idées entre elles, mais sa voix tremblait. Le fil de son raisonnement se brisa au bout de 2 minutes. Quelques rires étouffés fusèrent dans le fond. Elle se tut, incapable de continuer. Monsieur Darbo intervint rapidement, mit fin à l'exercice et annonça une pause. Camille sortit honteuse, le regard au sol. Dans les couloirs, elle croisa Julien. Il n'était pas censé être là ce jour-là, mais il avait apparemment décidé de venir discrètement. En la voyant, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ne posa pas de questions sur le moment, mais lui demanda de passer dans son bureau plus tard, ce qu'elle fit. Dans le calme du bureau, elle raconta tout. Les fichiers disparus,
les rires, la sensation d'être piégé. Julien l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis déclara « Ce n'est pas une erreur technique. Quelqu'un a saboté vos fichiers. Le système garde une trace de chaque modification. Je vais demander une enquête interne. » Camille ouvrit de grands yeux. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle pensait qu'il chercherait à minimiser, à lui conseiller de passer à autre chose. Mais il semblait au contraire déterminé. « Ce programme ne peut pas survivre si nous tolérons ce genre de comportement, dit-il. Vous avez été la première, vous êtes le test. Et si on vous laisse tomber maintenant, le message sera clair. Ce n'était qu'un jeu. » Camille sentit une vague d'émotion la traverser. Elle voulait répondre, mais sa gorge était nouée. Julien ajouta plus doucement « Je vous ai vu hésiter, douter, mais toujours avancer. Ne laissez pas une lâcheté vous faire croire que vous n'avez pas votre place ici. » Elle hocha la tête, silencieuse. Ce jour-là, elle ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle resta dans une salle de réunion vide, reprenant ses notes, reconstruisant sa présentation, mot par mot. Elle savait désormais que ce chemin serait semé d'embûches. Mais elle venait de franchir un cap. Ce n'était plus une simple expérience. C'était une lutte. Et elle n'avait plus l'intention de reculer. La salle était silencieuse, trop silencieuse. Camille, debout face au projecteur, sentait l'air devenir plus épais à chaque seconde. Les regards se fixaient sur elle avec une attente mêlée de scepticisme, d'ennui, voire d'amusement mal dissimulé. Elle tenait dans ses mains les feuilles imprimées de secours, griffonnées à la hâte, après la découverte de la disparition de ses fichiers numériques. La présentation qui devait être son moment de confirmation se transformait en direct, en cauchemar, contrôlé par une volonté invisible mais clairement hostile. Et elle le sentait avec une douleur sourde au creux de la poitrine. Ce n'était pas un accident. Les secondes s'étiraient. Camille tenta de reprendre son fil. Elle prononça quelques phrases, puis s'arrêta à nouveau, sa voix s'éraillant sous le poids du stress. Au fond de la pièce, un léger ricanement s'éleva. Un murmure moqueur, suivi d'un échange de regards. Ce n'était pas bruyant, pas assez pour être sanctionné, mais suffisant pour qu'elle comprenne. Ce moment, elle ne l'avait pas seulement raté. On l'avait voulu ainsi. Elle était la cible. Monsieur Darbaud, le formateur, mit fin à l'exercice plus vite que prévu. Il ne fit aucun commentaire, se contentant d'un bref merci formel avant d'annoncer une pause. Camille quitta la salle avec des gestes mesurés, feignant une dignité qu'elle ne ressentait plus. Dans le couloir, elle croisa deux stagiaires qui évitèrent son regard. Les murs, d'ordinaire neutres, semblèrent la presser. Elle avait besoin d'air, d'espace, d'un refuge. Mais il n'y en avait pas ici. Elle se dirigea vers une issue de secours rarement utilisée, ouvrit la porte et s'assit sur les marches métalliques extérieures, exposées au froid sec de la matinée. Elle respira lentement, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Une partie d'elle voulait tout abandonner, rendre son badge, revenir à ce qu'elle connaissait, le silence, l'ombre, la sécurité du non-regard. Elle pensait que ce projet avait un sens, qu'il pouvait être une ouverture. Mais elle comprenait maintenant qu'il représentait aussi une menace pour ceux qui profitaient du statu quo. Et ces personnes, apparemment, n'allaient pas rester passives. Elles ripostaient. Un quart d'heure plus tard, alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur pour rentrer chez elle, elle croisa Julien Lefebvre dans un couloir désert. Il ne devait pas être là ce jour-là. Il devait être à Londres pour une conférence. Mais il était bien là, visiblement de retour plus tôt que prévu. Lorsqu'il la vit, il ralentit, observa son visage. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix plus grave qu'à l'accoutumée. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'un hochement de tête, sans conviction. Julien fronça légèrement les sourcils. « On m'a dit qu'il y avait eu un problème pendant votre présentation. Vous pouvez m'expliquer ?» Elle acquiesça, le regard toujours bas. Elle raconta tout. Les fichiers introuvables, les documents vides, les remarques étouffées, l'ambiance pesante, les réactions dans la salle. Julien écouta sans jamais l'interrompre. Lorsqu'elle termina, il resta silencieux quelques instants, comme s'il pesait chaque mot de sa réponse. « Je vais faire vérifier les accès au système, dit-il enfin. Chaque ordinateur laisse une trace. Si quelqu'un a supprimé ou modifié vos fichiers, nous le saurons. » Camille releva les yeux, surprise. Elle n'avait pas espéré autant. Julien reprit d'un ton plus ferme.
Je ne peux pas tolérer qu'un programme que j'ai initié avec l'objectif de redonner leur place à ceux qu'on oublie serve à humilier ceux qu'il devait protéger. Je vous promets que cette attaque ne restera pas impunie. » Elle acquiesça doucement, troublée. Elle s'attendait à des paroles vagues, à un encouragement formel, mais la détermination qu'elle lisait dans ses yeux ne laissait pas de place au doute. Julien ne parlait pas en tant que PDG poli. Il parlait comme un homme atteint dans sa vision du monde. 3 jours plus tard, les résultats de l'enquête interne tombèrent. Un accès non autorisé avait été détecté sur le poste de Camille, effectué à distance avec un mot de passe subtilisé. L'auteur, identifié grâce aux connexions enregistrées, était un assistant de direction du département financier. Une personne que Camille n'avait jamais fréquentée personnellement, mais dont elle avait croisé le regard plusieurs fois, toujours chargée d'un mépris silencieux. L'affaire fut traitée avec discrétion, mais la sanction fut claire: suspension immédiate et ouverture d'une procédure disciplinaire. Julien convoqua Camille dans son bureau. Il lui annonça lui-même les résultats, calmement, sans théâtralité. Elle l'écouta, choquée non pas tant par la trahison que par la preuve tangible qu'on avait bien voulu la faire échouer. Julien termina l'entretien en posant doucement ces mots: « Ce genre de comportement ne remet pas en question votre place ici. » Il la confirme. « Si vous n'étiez pas une menace, personne n'aurait essayé de vous faire tomber. » Camille acquiesça. Cette phrase résonna en elle comme une réponse à une question qu'elle n'avait jamais osé formuler. Elle était une menace. Pas parce qu'elle cherchait à prendre la place de quelqu'un, mais parce qu'elle incarnait, malgré elle, une vérité dérangeante, que le talent ne se loge pas toujours là où on l'attend. Le lendemain, elle revint au programme, la tête haute. Elle entra dans la salle de formation sans détourner les yeux. Certains baissèrent les leurs, d'autres l'évitèrent, mais personne ne dit un mot. Elle prit sa place, ouvrit ses notes et se prépara pour le module du jour. Ce jour-là, elle ne parla presque pas, mais elle n'en avait pas besoin, sa présence suffisait. Elle était restée debout, elle avait traversé l'humiliation, le doute, la colère, et elle était toujours là. Cela suffisait pour l'instant. Mais elle sentait, au fond d'elle, que la suite ne serait pas plus facile. Le combat venait de changer de nature. Ce n'était plus seulement une question d'opportunité, c'était une question de légitimité, et elle était prête à le mener jusqu'au bout. Après l'incident de la présentation sabotée, un silence particulier s'installa autour de Camille. Les discussions à voix basse s'espacèrent, les regards furtifs se firent plus rares, comme si, en restant debout là où beaucoup s'attendaient à la voir fuir, elle avait imposé un respect discret, même chez ceux qui la rejetaient. Pourtant, ce silence n'était pas une paix. C'était une suspension, une attente. Camille le ressentait comme un vent contenu, prêt à se transformer à tout moment. Elle poursuivit les formations avec la même assiduité, reprenant le travail avec un sérieux qui, paradoxalement, renforçait encore son étrangeté dans un monde où les apparences comptaient souvent plus que les actes. Un après-midi, à la fin d'un atelier sur la communication interculturelle, le formateur proposa un exercice libre: raconter une expérience personnelle liée à une langue étrangère. Camille sentit son cœur se serrer. Elle n'aimait pas parler d'elle. Elle évitait les confidences, les histoires familiales, les souvenirs trop intimes. Mais quelque chose, dans l'ambiance plus douce de cette session, l'encouragea. Elle leva la main, lentement, presque malgré elle. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains attentifs, d'autres résignés. « J'ai appris l'anglais avec ma grand-mère, dit-elle doucement. C'était une Britannique. Elle vivait avec nous dans un petit village près de Chalon-sur-Saône. Quelques murmures discrets s'élevèrent. Camille continua, la voix plus ferme. À l'école, on m'a toujours dit que j'avais un accent bizarre, pas assez français, pas assez quelque chose. Alors j'ai arrêté de parler anglais en public. Même quand je comprenais tout, je faisais semblant de ne pas comprendre. J'avais honte. Pas parce que j'étais mauvaise, mais parce que je savais que j'étais différente, et je ne voulais pas que ça se voie. Un silence complet envahit la salle. Pas de moquerie, pas de soupir. Juste un espace brut où ces mots flottaient, intacts. Camille termina calmement. Quand j'ai répondu à ce fameux appel en anglais, dans le bureau du président, ce n'était pas du courage, c'était un réflexe. Quelque chose qui avait dormi trop longtemps, et qui, soudainement, s'est réveillé. Le formateur la remercia d'un signe de tête. Personne ne parla. Mais l'ambiance changea. Ce n'était plus l'histoire d'une montée improbable dans la hiérarchie.
C'était celle d'une langue étrangère devenue intime, puis bannie et enfin réhabilitée. Plus tard dans la journée, alors qu'elle sortait pour sa pause, Camille croisa Julien dans un couloir latéral. Il marchait seul, sans assistant, les mains dans les poches, l'air préoccupé. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta. « J'ai entendu parler de votre témoignage, dit-il. C'était important. Merci de l'avoir partagé. » Camille acquiesça, gênée. Elle n'aimait pas être félicitée pour ses émotions. Mais Julien ne parlait pas comme un patron. Il parlait comme quelqu'un qui comprenait. « Vous savez, reprit-il, j'ai grandi avec cette même peur d'être trop différent. Mon père dirigeait une entreprise familiale. Pour lui, l'efficacité, la rentabilité, l'autorité, c'était tout ce qui comptait. Moi, j'aimais dessiner. J'écrivais de la poésie. Je lisais des romans à la lampe torche sous les draps. » Il sourit, presque mélancolique. « Quand j'ai intégré le monde des affaires, j'ai mis tout ça de côté. J'ai appris à parler le langage des chiffres, des résultats, des courbes. Mais parfois, la nuit, je rêvais encore de galeries d'art et de pages blanches. » Camille le regarda, surprise. Elle n'aurait jamais imaginé Julien Lefebvre en jeune homme sensible cachant des vers dans un carnet secret. Il représentait tout ce qu'elle n'avait jamais été autorisée à approcher, le pouvoir, la rigueur, le contrôle. Et voilà qu'il lui avouait une fragilité qu'elle reconnaissait en elle-même. « Qu'est-ce qui vous a fait changer ?» demanda-t-elle sans réfléchir. Julien haussa les épaules. « Une fatigue, un manque de sens. J'ai compris que diriger sans incarner quelque chose de personnel, c'était survivre, pas vivre. Alors j'ai commencé à réajuster certaines choses. Le programme dont vous faites partie en est une. Je veux que l'entreprise reflète un peu plus de réalité, un peu plus de diversité humaine. Pas seulement les résultats trimestriels. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la cafétéria sans se presser. Ce n'était pas un rendez-vous officiel, c'était une parenthèse, une respiration dans un environnement où tout allait trop vite. Assis à une table à l'écart, ils continuèrent à parler de leur ville natale, de la peur de décevoir, de la difficulté d'assumer une différence dans un monde qui valorise la conformité. Camille parla de ses parents, de leur regard quand elle osait rêver d'un métier intellectuel. Julien évoqua son premier échec professionnel, un partenariat mal négocié qui avait failli lui coûter son poste. Plus il parlait, plus Camille sentait tomber les barrières, non pas par séduction ou affinité forcée, mais parce qu'un lien réel se tissait, fait de respect, de reconnaissance, d'expériences parallèles. Ce lien ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Il n'était pas hiérarchique, il n'était pas sentimental, il était fondé sur quelque chose de plus rare, la vérité de ce que chacun avait traversé, seul. À la fin de la pause, Julien la regarda avec sérieux. « Je ne sais pas encore jusqu'où ira ce programme. Il y aura des résistances, peut-être des échecs. Mais ce que je sais, c'est que votre présence ici a déjà changé quelque chose. » Camille ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Elle comprenait. Ce jour-là, en rentrant chez elle, elle ne ressentit ni fierté ni crainte. Elle ressentit une forme de calme. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne doutait pas de sa place. Pas parce qu'elle avait été validée par quelqu'un de plus puissant, mais parce qu'en partageant une vérité intime, elle avait reçu en retour une reconnaissance honnête, sans artifice. Elle se coucha tôt, sans lire, sans réviser. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que les choses allaient encore changer. Julien préparait quelque chose, et cette fois, elle n'avait pas peur. Elle était prête. Le lundi suivant, le hall d'entrée de Lefebvre & Associés, d'ordinaire marqué par une routine immuable, fut secoué dès les premières heures par une annonce interne qui circula à une vitesse fulgurante. Un message signé personnellement par Julien Lefebvre s'affichait sur tous les écrans de communication interne, dans les courriels, sur les tableaux d'affichage numérique. Le titre, en majuscules sobres, annonçait « Lancement officiel du programme Vitrine interne ». En quelques phrases claires, Julien expliquait sa vision d'une entreprise plus perméable, plus équitable, plus audacieuse. Le texte précisait que chaque employé, sans distinction de niveau hiérarchique ou de fonction, pouvait désormais soumettre une candidature à des formations avancées, des projets transversaux, voire à des postes traditionnellement inaccessibles aux non-cadres. Mais ce qui fit réellement basculer l'ambiance, ce fut la mention explicite de Camille Morel, désignée non seulement comme la première bénéficiaire du programme, mais également comme sa coordinatrice. Le mot « coordinatrice » provoqua une onde de choc silencieuse. Dans les étages supérieurs,
Les couloirs bruissèrent d'indignation feutrée. Dans les ascenseurs, les regards échangés n'avaient plus rien de neutre. Les employés ne savaient pas s'ils devaient y voir une provocation, une expérimentation sociale ou une manœuvre de communication. Camille, elle, découvrit l'annonce en même temps que tout le monde. Elle était debout près d'un distributeur d'eau lorsqu'un collègue l'interpella. « Félicitations, je crois ». Elle ne comprit pas immédiatement. Elle vit ensuite l'alerte sur son téléphone professionnel, lut le message dans son intégralité. Elle relut 2 fois le passage la concernant. Coordinatrice, un mot lourd, un mot qui engage. Elle sentit une chaleur étrange se diffuser dans son ventre, ni joie, ni panique, mais quelque chose de nouveau, de dense. Elle n'avait pas été consultée pour ce titre. Julien lui avait parlé de responsabilités croissantes, mais jamais d'un rôle officiel, d'une fonction administrative. Et pourtant, il l'avait écrite là, noir sur blanc, dans une communication interne visible par tous. Elle se dirigea vers son bureau temporaire, une petite salle récemment aménagée à côté du centre de formation, et trouva un dossier posé sur la table, marqué de son nom. À l'intérieur, un courrier signé à la main par Julien. « Camille, ce programme n'aurait pas existé sans vous. Il ne pourra grandir qu'avec vous. » Il y avait aussi une fiche détaillant ses nouvelles missions, coordination logistique, accueil des candidats, suivi pédagogique, compte-rendu mensuel à la direction. C'était concret, réel, officiel. Mais la reconnaissance ne tarda pas à s'accompagner d'une résistance de plus en plus visible. Le jour même de l'annonce, une réunion d'urgence fut convoquée par Hélène Vernier, directrice des ressources humaines, connue pour sa rigidité administrative et son aversion pour toute forme d'innovation trop brutale. Elle réunit plusieurs directeurs de département, dont certains manifestaient déjà leur malaise face au projet. Julien, bien qu'invité, ne se présenta pas. Il laissa volontairement la discussion se dérouler sans lui, observant en silence depuis son bureau les réactions qui remonteraient. Hélène prit la parole avec autorité. « Je ne remets pas en cause les intentions de ce programme », déclara-t-elle. « Mais confier sa coordination à une employée sans formation RH, sans expérience managériale, constitue un précédent dangereux. Et c'est un message trouble envoyé à nos cadres historiques. » Plusieurs acquiescèrent. Certains proposèrent de créer une commission de validation, d'encadrer le programme dans un cadre plus traditionnel, d'en reporter le déploiement. L'un d'eux alla jusqu'à suggérer que Julien était peut-être manipulé par une fascination momentanée pour un cas exceptionnel, sans réelle stratégie à long terme. Mais au même moment, Julien publia une seconde note, plus courte, plus directe. Elle répondait à tous les doutes, sans les nommer. Il y réaffirmait son soutien total à Camille Morel, précisant que sa nomination n'était ni provisoire, ni symbolique. Il y écrivait notamment « La compétence ne naît pas du confort, elle émerge de l'adversité, de la persévérance et de la lucidité. Camille incarne ces 3 dimensions. » Cette phrase largement relayée sur les réseaux internes de l'entreprise déclencha une vague d'émotions opposées. D'un côté, les partisans du changement se sentirent galvanisés. Plusieurs employés du service logistique, de l'entretien, de la sécurité commencèrent à poser des questions sur les critères d'entrée dans le programme. Des demandes affluèrent. Des candidatures spontanées furent envoyées dès les premières heures. L'idée prenait vie. Mais de l'autre côté, une fracture se creusait. Hélène Vernier, excédée, convoqua Julien en tête-à-tête. La discussion fut tendue. Elle l'accusa de mettre en péril l'équilibre interne, d'humilier les anciens cadres, de céder à une mode dangereuse. Julien, fidèle à son calme, écouta longuement, puis répondit « Ce qui met en péril l'entreprise, ce n'est pas le changement. C'est le refus de le regarder en face. Si nous ne sommes pas capables d'évoluer, nous mourrons figés. » Face à ce mur, Hélène prit une décision brutale. Elle démissionna, officiellement, pour divergence de vision stratégique. Mais tout le monde comprit. Elle ne supportait pas que le système qu'elle avait contribué à façonner soit bousculé par une ancienne femme de ménage, devenue coordinatrice d'un programme révolutionnaire. Dans les jours qui suivirent, d'autres cadres la suivirent, certains par loyauté, d'autres par peur de perdre leurs privilèges. Ce fut une mini-crise, des postes vacants, des réorganisations imprévues, des tensions. Mais Julien ne recula pas. Il fit appel à des profils plus jeunes, parfois externes, parfois issus eux-mêmes de promotions internes méconnues. Il restructura rapidement les services, intégrant des profils hybrides aux parcours atypiques. Camille, quant à elle,
fut officiellement intégrée au comité d'organisation de la stratégie sociale de l'entreprise. Elle travailla jour et nuit, organisant les premiers entretiens avec les futurs candidats, construisant des outils de suivi, imaginant des parcours personnalisés. Elle fit appel à des intervenants externes, contacta des écoles, négocia des modules de formation. Elle devint, sans l'avoir cherché, la figure centrale d'un mouvement interne de transformation. Elle ne souriait pas plus qu'avant. Elle ne parlait pas fort, mais elle avançait, méthodique, déterminée, et partout où elle passait, quelque chose changeait. Ce n'était plus seulement une trajectoire personnelle, c'était un signal, un tremblement de terre discret, un monde ancien qui commençait à se fissurer. Et Camille, sans avoir crié, sans avoir revendiqué, en devenait le cœur battant. Le départ d'Hélène Vernier, suivi de l'érosion progressive d'un noyau de cadres supérieurs, avait laissé un vide perceptible dans l'organisation interne de Lefebvre & Associés. Ce vide, bien que temporairement déstabilisant, ouvrait aussi un champ inédit de possibilités. Julien Lefebvre l'avait anticipé. Il savait que toute transformation profonde s'accompagnait de ruptures. Il avait accepté les secousses, mais désormais, il lui fallait prouver que le nouveau modèle n'était pas une utopie abstraite, mais une voie concrète vers plus d'efficacité, de loyauté et de dynamisme. Camille se retrouva au centre de cette nouvelle phase. Nommée coordinatrice du programme, elle s'était montrée plus qu'efficace. Elle avait structuré, fédéré, organisé avec une rigueur que même certains cadres aguerris auraient enviée. Mais Julien, en observateur attentif, savait qu'il lui fallait une étape supplémentaire. Il devait transformer ce projet en preuve. Il devait démontrer, chiffres à l'appui, que cette approche fondée sur la reconnaissance des talents invisibles n'était pas qu'une belle idée, mais un levier de performance réel. Lors d'une réunion à huis clos, Julien convoqua Camille pour lui exposer une mission spéciale. Il voulait qu'elle prenne la tête d'un projet pilote, un programme test, dans un département stratégique de l'entreprise. Le défi était immense, réorganiser un service en perte de vitesse, y intégrer au moins 2 profils issus du programme interne, appliquer les méthodes apprises en formation et prouver, dans un délai de 3 mois, l'impact de cette intégration sur les résultats globaux. Il ne s'agissait pas d'un exercice symbolique. Il y aurait des objectifs, des indicateurs de performance, un audit final indépendant. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle sentait le poids de la proposition. Ce n'était plus une participation passive. Ce n'était plus une reconnaissance. C'était une responsabilité pleine et entière. Elle serait jugée non plus sur son parcours atypique, mais sur sa capacité à faire fonctionner un projet de bout en bout. Après une nuit de réflexion, elle accepta. Non par ambition, mais parce qu'elle sentait qu'il était temps d'entrer dans une nouvelle dimension, de passer du symbole à l'action. Elle choisit le département logistique, réputé pour ses tensions internes, ses retards chroniques et sa communication défaillante. Elle connaissait déjà certains employés pour avoir travaillé dans les mêmes couloirs. Elle savait que le scepticisme serait fort. Elle s'attendait à des réticences. Mais elle avait un plan. Et surtout, elle avait une écoute réelle auprès de ceux qu'on n'avait jamais interrogés. Le projet débuta dans un silence tendu. Les premiers jours furent compliqués. Les réunions de lancement furent marquées par des remarques passives agressives, des regards fuyants, des soupirs mal contenus. Certains refusaient de croire qu'une ancienne femme de ménage pouvait diriger un projet. D'autres attendirent sa chute avec une impatience à peine voilée. Mais Camille ne réagit pas. Elle se concentra sur les faits, les blocages, les délais, les lacunes de communication. Elle observa, écouta, notait chaque détail. Elle fit appel à 2 autres bénéficiaires du programme pour intégrer l'équipe projet. Ahmed, ancien agent de sécurité reconverti en coordinateur logistique, et Léa, ex-hôtesse d'accueil passionnée par l'optimisation des processus. Tous 2 formaient intensivement, motivés, mais encore fragiles dans leur légitimité. Camille les accompagna personnellement, leur délégua des responsabilités précises, les épaula dans chaque difficulté. Elle bâtit avec eux une dynamique de confiance rare. Très vite, les premiers ajustements portèrent leurs fruits. Le taux de rupture de stock baissa de manière significative. Les retards de livraison interne diminuèrent. Les échanges entre les différents services gagnèrent en fluidité. Les employés, même les plus réticents, commencèrent à reconnaître l'impact. Les anciens murmures moqueurs se changèrent peu à peu en questions sincères. «
Comment avait-elle identifié les failles? Comment avait-elle su mobiliser les équipes? Comment avait-elle réussi à imposer de nouvelles méthodes sans brutalité? Camille ne cherchait pas à briller. Elle ne prenait jamais la parole pour se mettre en avant. Elle mettait systématiquement en lumière le travail collectif. Elle remerciait publiquement ses collaborateurs. Elle corrigeait en privé, encourageait sans flatter, exigeait sans humilier. Son autorité grandissait, naturelle, presque imperceptible. Elle ne dominait pas, elle inspirait. Au bout des 3 mois, un rapport détaillé fut transmis à Julien et au conseil stratégique. Il démontrait une hausse de productivité de 21%, une amélioration significative du climat social et une réduction des départs volontaires. Mais plus encore que les chiffres, c'étaient les témoignages qui frappaient. Des employés exprimaient pour la première fois leur sentiment d'être écoutés. Des techniciens parlaient d'efficacité retrouvée. Des agents de maintenance évoquaient un regain de fierté. Le programme pilote n'était pas une réussite théorique. Il avait touché quelque chose de fondamental. Julien, en découvrant les résultats, ne put cacher son émotion. Il convoqua Camille dans son bureau, cette fois sans formalisme. Il ne lui parla pas en supérieur, il lui parla en témoin. « Ce que vous avez fait dépasse ce que j'avais imaginé, dit-il. Vous avez prouvé que le changement ne vient pas d'en haut. Il émerge de là où on ne regarde jamais. » Camille sourit doucement. Elle n'avait pas besoin de longs discours, elle voyait déjà plus loin. Mais la nouvelle se répandit vite, bien au-delà des murs de l'entreprise. Des articles commencèrent à circuler dans des revues spécialisées. Le programme vitrine interne devint un sujet de curiosité, voire d'admiration. Plusieurs grandes entreprises prirent de contact pour en comprendre la mécanique. Des dirigeants voulurent rencontrer Camille. Julien géra les sollicitations avec prudence, protégeant son équipe d'une médiatisation trop brutale. Mais le signal était là. Un nouveau modèle était né. Et il portait un nom inattendu, Camille Morel. Quelques jours plus tard, Hélène Vernier, l'ancienne directrice RH, tenta de reprendre contact. Elle proposa dans un message indirect de revenir discuter, éventuellement contribuer à structurer les phases suivantes du programme. Julien la laissa sans réponse. Le monde avait changé, et ceux qui s'étaient opposés à la transformation n'avaient plus leur place dans la suite de l'histoire. Camille, elle, ne fit aucun commentaire. Elle se contenta de continuer, sans amertume, sans revanche, juste avec cette certitude nouvelle qu'elle n'avait plus besoin de se prouver. Elle agissait, et cela suffisait. Mais au fond d'elle, une autre question commençait à naître. Et maintenant, jusqu'où pouvait-elle aller? Quel avenir pouvait-elle construire, maintenant que tout semblait possible, même ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer? Le succès du projet pilote avait transformé Camille en une figure centrale au sein de Lefebvre & Associés. Non pas une célébrité au sens traditionnel, mais une référence silencieuse, respectée, parfois observée avec une admiration qu'elle ne comprenait pas toujours. Le programme continuait de s'étendre, des candidatures affluaient, des initiatives naissaient dans plusieurs départements. Et malgré cette agitation nouvelle, Camille restait fidèle à elle-même, discrète, méthodique, profondément engagée. Elle n'avait jamais cherché les projecteurs. Pourtant, ils semblèrent la suivre sans qu'elle ait le temps ou le désir de s'en détourner. C'est dans ce moment de transformation intense que Camille reçut une proposition inattendue. Une grande multinationale basée à Londres, impressionnée par les résultats du programme interne, lui proposait un poste prestigieux dans son département de développement organisationnel. Un contrat généreux, une équipe dédiée, des perspectives d'évolution rapide. Elle relut le courrier plusieurs fois, d'abord incrédule, puis troublée. Londres, la ville qu'elle avait rêvé de découvrir lorsqu'elle était adolescente, influencée par la culture britannique transmise par sa grand-mère. La ville qu'elle avait renoncé à rejoindre par manque de moyens, par manque d'audace, par loyauté envers sa famille et par peur de l'inconnu. Et maintenant, cette même ville lui tendait la main, avec un poste qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais au fond d'elle, une sensation étrange se mêlait à l'euphorie, une hésitation profonde, une question qu'elle n'arrivait pas à formuler. Elle comprenait que cette offre représentait une reconnaissance immense, un saut professionnel considérable. Pourtant, elle n'arrivait pas à s'imaginer quitter Paris, quitter le programme, quitter ceux qu'elle avait aidés à se reconstruire, quitter ce chemin qu'elle avait contribué à tracer jour après jour, non pas pour elle seule, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient vécu dans l'ombre trop longtemps.
Elle prit 2 jours pour réfléchir. Elle marcha beaucoup, traversant la ville comme pour y chercher des réponses. Elle longea les quais de Seine, passa devant les librairies anciennes, se rendit même jusqu'au café où elle avait l'habitude de lire avant d'entrer dans le monde du travail. Partout, elle retrouvait des fragments de la femme qu'elle avait été, hésitante, repliée, effacée. Et partout, elle percevait la femme qu'elle était en train de devenir. Le 3e jour, elle alla voir Julien dans son bureau. Il la reçut avec cette attention calme qui lui était propre, refermant immédiatement son ordinateur pour l'écouter. « Alors, vous avez pris une décision » demanda-t-il doucement. Elle hésita un instant, puis répondit « Oui, je ne partirai pas à Londres. » Julien resta silencieux, comme s'il avait anticipé sa réponse, mais préférait qu'elle la prononce elle-même. Camille poursuivit « Ce programme, il ne s'agit pas seulement de moi. Je l'ai compris au fil des semaines. Il y a des personnes ici qui n'auraient jamais eu de chance sans ce projet. J'ai vu des regards changer, des voix se libérer, des personnes découvrir qu'elles avaient de la valeur. Je ne peux pas abandonner cela maintenant. Je sens que je dois rester. » Julien hocha la tête, visiblement ému, non pas par la reconnaissance implicite, mais par la conviction qu'il percevait dans ses mots. « Je respecte profondément votre choix, dit-il, et je suis heureux que vous restiez. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il se leva, prit son manteau et l'invita à le suivre. Ils quittèrent le bâtiment, prirent sa voiture et roulèrent 1 heure vers le sud, en direction d'une petite ville que Camille ne connaissait pas. Il l'amena dans un quartier modeste, devant une ancienne école désaffectée, dont les murs portaient encore les traces de l'ancien temps. Peinture écaillée, portes grinçantes, fenêtres opaques. « C'est ici que j'ai grandi », dit-il avec un sourire presque timide. Cette école était autrefois pleine, puis elle a été fermée faute de moyens. Camille observa l'endroit avec attention. Elle percevait l'attachement profond que Julien avait pour ce lieu. Il l'invita à entrer. À l'intérieur, l'espace était vide, mais vaste, encore imprégné de l'écho des voix d'enfants d'autrefois. « Je veux en faire une fondation », confia-t-il. « Un centre de formation gratuit destiné aux jeunes adultes défavorisés. Un endroit où chacun pourra apprendre une langue, une compétence, une méthode, où les talents oubliés pourront prendre racine. Un prolongement du programme que vous avez contribué à faire éclore. » Camille resta silencieuse, absorbée par les possibilités immenses que représentait ce lieu. Julien la regarda, puis ajouta « Et je veux que vous la dirigiez. » Les mots tombèrent avec douceur, mais leur impact fut immense. Camille sentit un vertige l'envahir. Diriger une fondation? Elle n'avait jamais dirigé quoi que ce soit auparavant, à part un projet. Cette responsabilité semblait gigantesque. Et pourtant, elle percevait en elle une énergie nouvelle, une certitude qui s'enracinait lentement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle dans un souffle. Julien s'approcha sans la brusquer. « Parce que vous savez ce que c'est que d'être invisible. Parce que vous avez traversé des murs que d'autres ne voient même pas. Parce que vous inspirez sans parler fort. Parce que vous avez déjà changé des vies ici. Vous pouvez en changer encore plus là-bas. » Elle sentit sa gorge se nouer. Une part d'elle voulait accepter immédiatement. Une autre avait besoin d'un instant. Elle inspira profondément puis hocha la tête. « Je vais le faire. » Julien sourit, soulagé, comme si cette décision ouvrait un horizon auquel il tenait plus qu'il ne l'avouait. Ils sortirent de l'école, le soleil couchant projetant une lumière douce sur les murs fissurés. Alors qu'ils rejoignaient la voiture, Julien s'arrêta, comme traversé par un doute ou un courage nouveau. Il se tourna vers elle, avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. « Camille, il y a une autre question que je dois vous poser. » Elle le regarda, soudain attentive, sentant la gravité dans sa voix. Il inspira longuement, puis dit « Accepteriez-vous de construire quelque chose avec moi? Pas seulement un programme, pas seulement une fondation, une vie. » Camille resta immobile, son cœur battant plus fort. Elle comprit immédiatement le sens de ces mots. Pas une collaboration, pas une association professionnelle, une possibilité plus intime, plus profonde, plus risquée. Elle ne répondit pas tout de suite, mais son silence, chargé d'émotion, disait déjà beaucoup. Le silence qui suivit la question de Julien fut long, presque suspendu dans l'air froid de la fin d'après-midi. Camille sentait son souffle se raccourcir, comme si sa poitrine hésitait entre la peur ancienne qui l'avait toujours guidée et cette impulsion nouvelle qui lui ouvrait un horizon qu'elle ne croyait pas mériter. Elle regarda Julien. Cet homme qui avait bouleversé l'ordre de son existence
sans jamais forcer la moindre porte en elle. Il restait là, immobile, vulnérable malgré sa stature, comme si la réponse qu'elle allait lui donner avait le pouvoir de déplier ou de briser quelque chose de profond. Elle ressentit un frisson, non de vertige, mais de lucidité. Toute sa vie, on ne lui avait posé que des questions qui décidaient pour elle. Et pour la première fois, on lui en posait une qui la reconnaissait comme sujet de son propre destin. Elle respira lentement, sentit une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. Puis, sans emphase, sans détour, elle prononça un simple « oui », presque chuchoté mais chargé de la force silencieuse qu'elle avait cultivée au fil de son parcours. Julien sembla d'abord abasourdi, comme surpris que cette femme discrète puisse répondre avec une telle sincérité. Puis un sourire à peine perceptible, presque fragile, traversa son visage. Il n'ajouta rien. Il n'en avait pas besoin. Ils restèrent quelques secondes côte à côte, face au bâtiment ancien qui deviendrait bientôt un espace de renaissance pour tant d'autres. Lorsque Julien reprit la route, le silence entre eux n'était plus celui de la retenue, mais celui des évidences partagées, celui qui n'a pas besoin de mots pour s'inscrire dans l'avenir. Camille regardait par la fenêtre la campagne défiler, et jamais elle ne s'était sentie aussi présente à sa propre vie. Elle repensa au programme, à la salle sabordée, au regard méprisant, à la fatigue accumulée, aux nuits de doute. Tout cela avait forgé une part d'elle qu'elle ne renierait jamais. Mais désormais, elle avançait vers autre chose, non pas en réaction à la peur, mais en réponse à un appel intérieur qui grandissait depuis longtemps. Les semaines qui suivirent furent intenses. Julien annonça officiellement la création de la fondation, installée dans l'ancienne école de son enfance. Les travaux commencèrent rapidement, financés par l'entreprise, mais aussi par des partenaires inspirés par la vision du projet pilote. Les employés les plus sceptiques observaient désormais avec une prudence mêlée de curiosité la trajectoire de Camille. Elle n'était plus seulement un exemple isolé. Elle était devenue la preuve vivante qu'une transformation organisationnelle pouvait naître d'une trajectoire personnelle et que les structures pouvaient changer lorsque quelqu'un osait incarner ce changement. Malgré les doutes encore présents dans certains couloirs, l'hostilité initiale s'était frappée d'un mur, les résultats irréfutables du programme pilote. Aucun argument ne pouvait effacer les chiffres, ni la baisse des conflits internes, ni l'amélioration du climat social. Qu'à travers tout cela, Camille avait réussi à maintenir son humilité intacte. Un matin, alors que les travaux battaient leur plein, elle décida de visiter le chantier seule. Elle entra dans l'ancienne salle de classe où les ouvriers n'avaient pas encore commencé. La pièce était vide, mais elle imaginait déjà les tables alignées, les tableaux interactifs, les langues qui se croiseraient, les projets qui naîtraient. Elle savait ce que ce lieu représenterait, non pas pour elle, mais pour tous ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion d'exister autrement que dans l'ombre. Elle passa sa main sur un mur écaillé. Elle sentit la matière rugueuse sous ses doigts. Ce mur était un symbole, un passage, une métaphore de sa propre vie. Tout était fissuré, mais tout pouvait être reconstruit. Elle comprit alors que ce qu'elle s'apprêtait à bâtir dépassait de très loin son histoire personnelle. C'était un changement social, une promesse faite à ceux qu'on ne voyait pas. Julien la rejoignit quelques minutes plus tard, sans qu'elle l'ait entendu entrer. Il s'approcha doucement, respectant ce moment d'intimité silencieuse avec le lieu. Quand elle se tourna vers lui, il la contempla avec un mélange d'admiration et de gratitude. Il lui parla ensuite de la future structure pédagogique, des partenariats envisagés, des profils d'apprenants. Camille écoutait, intervenait, proposait, ajustait. Elle n'était plus la jeune femme hésitante du premier jour. Elle parlait d'organisation, de trajectoire professionnelle, de mentorat, d'inclusion. Elle expliquait comment offrir un encadrement juste à ceux qui n'avaient jamais eu la chance de se former. Elle anticipait les obstacles. Elle proposait des solutions. Julien, habitué à mener, se retrouvait parfois spectateur, impressionné par l'aisance nouvelle de Camille. Elle avait trouvé sa voie, et cela se voyait dans chaque phrase qu'elle prononçait. Lorsque la fondation fut enfin inaugurée, plusieurs mois plus tard, l'événement réunit des partenaires institutionnels, des médias, des dirigeants d'entreprises et des employés de Lefebvre & Associés. Camille ne chercha pas à occuper le devant de la scène. Pourtant, tous les regards se tournèrent vers elle lorsqu'elle monta sur l'estrade pour prononcer quelques mots. Elle parla simplement. Elle raconta que tout avait commencé par un appel décroché par hasard. Elle rappela qu'elle avait vécu des années dans l'invisibilité
et que ce programme représentait la possibilité, pour d'autres, de sortir du silence. Elle n'évoqua jamais sa souffrance passée comme un reproche. Au contraire, elle la transforma en force, en argument lumineux pour défendre la valeur des parcours irréguliers. À la fin de son discours, la salle se leva. Pas par obligation, pas par politesse, mais parce que chacun comprenait que cette femme représentait quelque chose de rare dans un monde formaté, la preuve que la dignité pouvait se frayer un chemin là où personne ne l'attendait. Julien monta ensuite à son tour sur scène. Il ne fit aucune déclaration flamboyante. Il dit simplement que la fondation portait désormais le nom de Camille Morel, en hommage à celle qui avait donné corps à ce changement. Camille fut prise de court. Elle n'avait jamais imaginé une reconnaissance aussi forte, mais ce n'était pas la gloire qui l'émut. C'était la confirmation qu'elle appartenait enfin à un lieu où son histoire n'était ni cachée, ni instrumentalisée, mais accueillie. Le soir même, lorsqu'ils quittèrent ensemble la fondation illuminée par les lampes encore neuves, Julien prit doucement la main de Camille. Aucun mot ne fut ajouté. Ils marchèrent en silence dans la rue, enveloppés par un calme apaisant. Camille leva les yeux vers le bâtiment qui portait désormais son nom. Elle se revit le premier jour timide, effacée, armée d'un seau et d'un chiffon. Elle se revit répondre à un appel qu'elle croyait interdit. Elle se revit trembler, puis oser, puis avancer. Elle comprit alors que rien de tout cela n'aurait dû arriver. Et pourtant, tout était arrivé. Parce qu'un jour, elle avait dit oui, au lieu de s'effacer. Parce qu'elle avait accepté de croire pour la première fois que sa voix pouvait compter. Et parce qu'un homme, ailleurs dans l'édifice, avait compris que le talent le plus précieux est souvent celui qu'on ne voit pas. Ce soir-là, tandis qu'elle serrait la main de Julien dans la sienne, elle sentit qu'un cycle s'achevait, non dans un éclat dramatique, mais dans une continuité douce et prometteuse. Elle n'avait plus peur, elle n'avait plus honte. Elle avait enfin trouvé un début de vie qui lui ressemblait, et ce début portait la promesse de tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer.